Bienvenue dans cet épisode du Pédago Flash, ici Julien Maurice et j'accueille aujourd'hui pour la troisième fois consécutive Daniel Lang. Donc Daniel, bonjour. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, donc je m'appelle Daniel Lang, je suis enseignant-chercheur en système d'information au département TIM de l'Institut Mines Telecom Business School. Et donc je coordonne notamment une majeure en M2 qui s'est intitulée très précisément cette année encore Easy, ingénierie des systèmes d'information, et qui va se transformer en MISI, management et ingénierie des systèmes d'information à partir de l'année prochaine. Parfait, merci Daniel. Alors je t'ai fait venir finalement pour parler d'un dispositif de type MOOC qu'on a mis en place qui s'appelle donc Intelligence des données au service des organisations. Alors finalement, le dispositif de type MOOC, c'est quelque chose d'assez connu aujourd'hui. Il n'y a pas une innovation en soi à créer des MOOC, mais c'est un MOOC qui a été reconnu, c'est un dispositif qui a été notamment reconnu auprès de la FNEJ, donc on a eu le label. Finalement, je voulais que tu partages avec nous les trucs et astuces un peu pour faire justement un bon MOOC, et en l'occurrence ici le MOOC donc sur l'intelligence des données, donc au service des organisations. Alors déjà la première question finalement, c'est de quoi traiter ce MOOC de manière très spécifique. Alors ce MOOC aborde la notion de data, de données pour les entreprises, et il s'agit en fait de comprendre en quoi les données permettent aux entreprises d'être plus performantes et d'améliorer, on va dire, tous les processus de l'entreprise, ainsi que les performances des acteurs internes à l'entreprise. Alors, les datas, elles sont devenues bien sûr la clé de tous les systèmes d'information. Et à travers ces datas, on parle naturellement aussi bien des données internes que l'entreprise produit, mais aussi des données externes, des partenaires, des fournisseurs, des clients naturellement de l'entreprise qui sont captés par l'organisation. Et puis, naturellement, il s'agit de mettre en place une stratégie, une politique pour l'entreprise, avec parfois des nouveaux modèles d'affaires centrés sur ces données. Et donc, il est fondamental pour les apprenants de bien comprendre l'importance que les datas peuvent avoir et peuvent apporter aux entreprises et aux organisations en général. Donc, on a bien compris que c'est un sujet très d'actualité, très important. Du coup, c'est ce qui fait aussi peut-être la notoriété de ce MOOC, entre autres. Et au-delà de cet aspect, on va dire, du domaine du MOOC, quelle est pour toi la bonne recette, on va dire, pour faire un MOOC qui fonctionne bien ? Est-ce que, pédagogiquement parlant, tu as utilisé des trucs et astuces ? Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui créent un MOOC, justement ? Comment tu l'as structuré, ce MOOC-là, au niveau pédagogique ? Alors, effectivement, c'est le troisième MOOC que je réalise. Et donc, dans un MOOC, il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux à inclure, à intégrer. Donc, bien sûr, une structure en chapitres, mais dans chaque chapitre, il s'agit de présenter le contenu pédagogique, les connaissances, à travers à la fois quelques textes à lire, mais surtout des vidéos animées. Donc, on a utilisé notamment l'outil Powtoon pour produire des vidéos scribing qui permettent de capter l'attention de l'apprenant beaucoup plus qu'une simple diapositive PowerPoint. Et par ailleurs, il est important d'incorporer et d'intégrer des vidéos, on a appelé ça des vidéos témoignages, de spécialistes, d'experts, qu'il s'agisse d'enseignants-chercheurs donc du monde académique ou bien d'experts dans le monde entrepreneurial, de consultants, qui vont partager leurs connaissances sur le domaine des data et qui vont expliquer en fonction du chapitre qui est abordé les connaissances et leurs expériences en entreprise à travers ce domaine qui les concerne. Et donc ensuite, il y a dans chaque chapitre un quiz d'auto-évaluation pour que l'apprenant vérifie
l'intégration des connaissances qu'il a apprises via donc des questionnaires qui vont lui permettre de vérifier cette acquisition de connaissances. Donc je résume, donc un côté très, on va dire, contenu, donc dans un premier temps, avec, tu l'as dit, notamment ce qu'on appelle plutôt du motion design en ingénierie pédagogique, c'est-à-dire on utilise effectivement un logiciel qui s'appelle Powtoon pour le faire, il y en a d'autres, hein. Mais là pour le coup c'était pas forcément des vidéos type une personne qui parle avec un diaporama ou une présentation, c'était plutôt de type animation. Donc voilà, c'est du motion design, absolument. Donc ça effectivement, d'un point de vue cognitif, c'est assez intéressant, je pense, pour l'apprentissage, même si j'apprécie moi également les vidéos plus classiques. D'autre part, donc tu as mentionné les témoignages d'experts. C'est vrai que c'est quelque chose qui ancre, je dirais, le savoir dans le réel, en fin de compte, hein, c'est un absolument, petit peu ça. Et via justement des témoignages de personnes qui travaillent dans le domaine, qui vont donner un grain un petit peu plus fin et qui apportent aussi ce que je dirais un petit peu du côté socio-affectif, si on veut. Ça motive l'apprenant, puisque bon, c'est vrai que c'est un petit côté descendant, les vidéos pédagogiques, etc. C'est un peu rébarbatif, si peut-être il y en a trop. Donc là, c'est, je crois, assez court, hein. Je pense qu'elle devait durer peut-être 10 minutes, les vidéos, pas plus. Oui, maximum. C'était plutôt entre 5 et 7 minutes, voilà, 5 et 7 chaque minutes. témoignage. Et donc, c'est vrai que c'est important que les questions formulées à la personne interviewée, donc que ce soit un acteur entrepreneurial, un consultant ou bien un enseignant-chercheur, un professeur, elles soient bien précises et elles apportent véritablement une valeur ajoutée par rapport au contenu qui a déjà été appris à travers les motion design et éventuellement les quelques textes à lire au préalable. Ah, tout à fait. Donc ça, c'est super important, effectivement. Et après, donc, tu as mentionné le fait qu'il y a une petite évaluation. Bon, ça, c'est très classique, hein, des quiz pour évaluer les connaissances. Mais par rapport à ça, c'est vrai que ce MOOC a été joué pour notamment les étudiants d'IMTBS en SPOC, finalement. Absolument. Et là, peut-être qu'en termes d'évaluation, parce que si on veut vraiment évaluer notamment des compétences, hein, l'approche par compétences, on en parle beaucoup. Là, est-ce que tu as mis en place d'autres types d'évaluation ? Absolument. Donc, ce MOOC a été donc entre guillemets privatisé sous forme d'un SPOC pour les étudiants donc d'Institut Minitel comme Business School. Et dans ce cadre-là, donc j'animais le cours, les interventions, à travers donc une hybridation, c'est-à-dire que à la fois les apprenants, les étudiants donc devaient suivre un certain nombre de chapitres avec un planning bien sûr précisé au préalable, mais en ayant une liberté, une autonomie dans ce planning, c'est-à-dire qu'ils pouvaient bien sûr étudier les différents chapitres le soir, en pleine nuit ou un dimanche, et donc il y avait des séquences précisées au niveau du timing. Et par ailleurs, je leur demandais donc de réaliser des travaux, on va dire, soit individuels, soit un travail d'équipe au final, pour, on va dire, approfondir les connaissances qu'ils avaient acquises à travers le MOOC et pour les mettre en pratique à travers un projet, donc en équipe, et à travers une activité individuelle qui consistait donc à choisir un secteur d'activité et à approfondir une problématique sur les datas dans ce secteur d'activité. Ok, donc c'est vrai que toi, tu l'as utilisé, je dirais, de manière hybride. Enfin, tu as créé un cours hybride à l'aide de ce MOOC, avec des séances en présentiel, des séances avec le MOOC. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, ce MOOC n'a pas été utilisé de manière totalement asynchrone, hein, notamment par les personnes qui se sont inscrits finalement au niveau du MOOC sur Coursera, parce que le MOOC a été hébergé sur Coursera, et puis je crois qu'il y a à peu près 900 personnes, je crois, quasiment 1000 personnes. 979 personnes, voilà, très précisément. Pour être précis, voilà. Qui finalement ont quant à eux exploité, consommé, entre guillemets, si je peux parler ainsi, le MOOC de manière asynchrone, en autonomie. Donc ça, c'est le modèle un peu classique. Donc c'est super intéressant, effectivement, de faire d'une pierre deux coups. Nous, c'est vrai que ça nous permet de communiquer sur ce qu'on fait à l'école, d'être visible aussi à l'extérieur, et puis en même temps de faire profiter nos étudiants d'une ressource totalement exploitable qu'on va pouvoir utiliser en hybridation, donc à IMTBS. Tout à fait. Je voulais juste rajouter un élément, c'est que justement dans le cadre de ce SPOC, donc MOOC privatisé, ça permettait notamment à des étudiants qui se trouvaient donc en échange à l'étranger, de pouvoir suivre ce module d'enseignement qui était donc sous forme d'un SPOC et de pouvoir valider une matière
qui leur manquait peut-être dans leur cursus, tout en étant donc à l'étranger et en étant donc délocalisés du campus. Ok, super intéressant. Donc effectivement, pour nos propres étudiants, ça a également été exploité de cette manière. Parfait. Sinon, par rapport à tout ça, est-ce que les étudiants qui ont évalué ce dispositif, finalement, ça leur a plu? Enfin, est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Absolument. À chaque fois, donc, dans le cadre donc, du SPOC, donc de la version donc, pour les étudiants de IMTBS, je leur demandais de remplir un questionnaire en ligne et on va dire 90-95% des étudiants appréciaient énormément ce dispositif, ce format, dans la mesure où il y avait une grande autonomie au niveau des plages horaires d'apprentissage. Quand l'étudiant a envie d'apprendre, eh bien, il est d'autant plus captif, que ce soit un dimanche ou bien pendant la nuit. Et ça leur permettait d'avoir cette capacité de prendre par eux-mêmes leur programme de cours et de prendre des initiatives dans le planning qui était indiqué. Donc ils ont apprécié le fait qu'ils puissent s'organiser par eux-mêmes. Tout à fait. Et le faire en sorte que ça rentre dans leurs emplois du temps. Donc ça, c'est super intéressant. Et on n'a pas parlé également de ça, mais enfin, pas encore. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce dispositif, c'est que finalement, on a, je dirais, exploité des étudiants. Entre guillemets, on s'appuie sur des étudiants pour créer le dispositif en lui-même, puisque c'était dans le cadre notamment de projets Cassiopée qui sont menés pour le coup à Télécom Sud Paris. Donc des étudiants nous ont aidés à créer donc, ces vidéos. Donc eux, ça leur a permis de d'ailleurs développer des compétences plus en ingénierie pédagogique ou multimédia, entre guillemets. Absolument. C'est-à-dire qu'au départ, donc, pour développer ce MOOC, j'avais proposé un projet Cassiopée, donc un projet pour les étudiants de deuxième année de l'école d'ingénieurs Télécom Sud Paris, et dans l'objectif donc de produire des vidéos motion, donc avec l'aide de l'outil Powtoon. Ils sont appropriés l'outil et puis ils ont effectivement développé du contenu qu'on a co-développé ensemble et qu'ils ont proprement développé, correcté, inséré. Et ensuite, on l'a bien sûr intégré via quelques modifications dans la version Coursera. Ouais, donc c'est vrai que c'est bon, c'est un petit peu en dehors, mais c'est vrai que je pense que l'intérêt, ça a été aussi que finalement ce soit du contenu créé par des étudiants pour des étudiants, entre guillemets. Ça a une vertu, c'est que l'étudiant est très bien placé pour savoir quel grain d'information est nécessaire, parce que parfois quand on est expert d'un domaine, pour nous ça nous paraît évident, certaines choses nous paraissent évidentes, alors que finalement ça n'est pas forcément le cas. Et là pour le coup, je pense que c'était vraiment une gagnant-gagnant entre guillemets de ce point de vue-là. C'était un rapport win-win dans la mesure où effectivement les étudiants donc, de ce projet Cassiopée ont pu à la fois acquérir bien sûr des compétences et des connaissances sur le domaine de la data, même s'ils en avaient déjà bien sûr à travers leurs cours en école d'ingénieur, mais ça leur a permis également d'utiliser des outils donc, de VideoMotion et de bien effectivement expliquer à des étudiants de leur âge et de leur niveau, eh bien, les concepts et les éléments principaux à acquérir à travers ce contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les voix dans les vidéos, c'est des voix de personnes de leur âge, en fait. Tout à fait, oui. Voilà, à voir. Je ne sais pas si c'est scientifiquement vérifiable tout ça, mais en tout cas, peut-être ça renforce le côté justement l'implication, on va dire. Bon, je sais pas, c'est encore une fois des hypothèses, mais voilà. En tout cas, on s'appuie sur des étudiants pour le faire. Et enfin, dernière chose que je voulais ajouter, on s'est également appuyé sur les nouvelles innovations. On va pas pouvoir s'empêcher de parler bien sûr d'intelligence artificielle dans ce podcast, puisque finalement le MOOC dans son intégralité a été traduit en anglais directement avec des outils d'intelligence artificielle qui permettent de reproduire la voix avec l'accent qui va bien. Si par exemple un Français parle, eh bien on va avoir un anglais mais avec un accent français qui reprend la voix de la personne, etc. Donc on a utilisé pour ça des outils comme Agent, qui est très connu aujourd'hui. On a utilisé Eleven Labs aussi, je pense, pour la voix. Et finalement, on a pu comme ça dupliquer ce MOOC complètement. Et pas simplement parce que parfois on va traduire des MOOC, mais c'est simplement le sous-titrage ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment comme si c'était nativement
anglais, quoi. Absolument. Et là, pour le coup, c'est une vraie innovation ou un vrai changement que je trouve apporte l'IA générative. Je sais pas si tu voulais ajouter des choses par rapport à ça. Oui, c'est-à-dire que dans les vidéos témoignages, donc qui sont des personnes françaises qui étaient interviewées en français, eh bien tout le témoignage a été donc effectivement traduit par l'IA en anglais, et effectivement la personne que l'on voit avec même les mouvements des lèvres sont suivis en anglais. Donc ça permet notamment à des étudiants ou des apprenants au sens large étrangers de suivre le MOOC depuis leur pays et de comprendre parfaitement ces problématiques-là. Et c'est vrai que tu vois, typiquement, moi aujourd'hui, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube, notamment sur l'IA, hein, pas spécifiquement d'ailleurs, mais c'est des personnes qui ont repris des conférences. Typiquement, j'en ai écouté une là sur le fondateur d'NVIDIA, qui est récemment passé donc à Paris là. Et en gros, c'est vrai que pour moi c'est un support super intéressant. Au lieu d'avoir la vidéo en anglais, que je peux comprendre, hein, j'ai quand même plaisir à écouter la voix en français. On entend légèrement d'ailleurs la voix en anglaise derrière. Et je trouve que c'est un format très très intéressant et facile à réaliser aujourd'hui. C'est vrai que, et d'ailleurs, on le fait aussi pour information ici à l'école, pour des podcasts franco-anglais. Enfin bon, ça sera un autre sujet. Mais du coup, effectivement, donc ça c'est quelque chose qu'on a utilisé pour rendre ce MOOC vraiment totalement anglophone, enfin international. Française, voilà, international. On aurait pu le faire dans différentes langues aussi, mais pour le coup, bon, on cible essentiellement aujourd'hui le français et l'anglais. Peut-être demain le mandarin, on ne sait pas. Hein, c'est peut-être des langues qui vont être voilà, et ça se fera sans doute de manière automatique, hein, plus tard également. Parce que bon, c'est vrai qu'en plus sur Coursera, ce qui est intéressant, c'est qu'il récupère l'intégralité du texte, hein, des vidéos, donc ça c'est vraiment super bien fait sur cette plateforme. Et voilà, donc ça apporte également une belle plus-value. Bah écoute, voilà un petit peu pour les questions que j'avais à te poser par rapport à ce dispositif. J'ajouterai malgré tout, il ne faut pas oublier que toi tu as fait partie tu as monté ce dispositif à l'aide donc avec des étudiants. On s'est basé sur beaucoup de contenu, notamment d'Imet Bougzala, hein, qui aujourd'hui est directeur de l'NCE, qui à l'époque était directeur des formations ici à IMTBS. Et puis finalement le service practice, hein, que je gère. Nous on a accompagné notamment aussi les étudiants sur les aspects un petit peu techniques. On en a parlé, on a traduit après tout ça. Enfin voilà, on a pu fait l'ingénierie pédagogique, la mise en ligne, la création des QCM, etc. Enfin, voilà. Donc c'était vraiment un travail effectivement d'équipe. Et puis on est très content effectivement d'avoir été récompensé par la FNEJ pour ça. Est-ce que tu avais un dernier mot peut-être pour terminer cet échange ? Peut-être que ce format, notamment donc ce format SPOC également privatif, je l'apprécie d'autant plus que en fait je constate, j'observe que les étudiants, les apprenants en fait l'adoptent, y adhèrent complètement. Et je vois des résultats, puisque donc à travers les évaluations que j'ai pu faire pour les étudiants de IMTBS, dans leurs travaux individuels et collectifs, eh bien, j'ai pu voir d'excellents travaux, de très bons résultats. Et donc, ça me fait plaisir de constater et d'observer que le format est apprécié et que on découle du coup une performance d'autant plus élevée de ces étudiants. Donc, tu penses qu'en termes d'efficacité, entre guillemets, c'est que tu as un format qui te semble en tout cas, par rapport à ce que tu as vu comme résultat, assez efficace. Absolument. Par rapport à la pédagogie, je trouve que ça implique l'étudiant et ça le rend autonome par rapport à son organisation de travail, et ça lui permet du coup d'être plus performant sur le sujet appris. Et peut-être une dernière question, parce que j'ai fait un podcast qui va être en ligne prochainement également avec un enseignant qui me disait que c'était assez compliqué malgré tout parfois de faire de la classe inversée, enfin dans le sens où là tu leur demandes de regarder des vidéos chez eux, etc. Pour le coup ils ont vraiment joué le jeu, c'est-à-dire ils ont oui. regardé les vidéos, ou est-ce que parfois tu te rendais compte qu'ils arrivaient un petit peu parce qu'ils ont vu des lumières? Ça c'est une question à ça. Non, alors moi, donc j'animais donc plusieurs petits groupes, d'accord, d'apprenants, d'étudiants donc d'IMTBS. C'était à chaque fois, on va dire, des groupes compris entre 15 et 30 étudiants, d'accord, par
par session, on va dire, sur plusieurs années, bien sûr. Ça fait depuis 3 ans que ce MOOC a été créé, on l'avait d'abord testé en tant que SPOC à la base pour voir un peu la réaction des étudiants. Et j'ai observé une implication des étudiants vraiment plus importante qu'à travers un cours classique, un format traditionnel où l'étudiant vient un peu malgré lui aux heures qu'on lui indique et qu'on lui impose, et dans lequel il ne se retrouve pas nécessairement parce qu'il y a un effet de groupe où tous les étudiants sont ensemble et veulent partager, échanger sur d'autres parfois sujets que le sujet du cours. Et est-ce qu'il y avait des créneaux qui étaient vraiment prévus dans l'emploi du temps pour ça ? Tout à fait. Alors, il y avait des créneaux prévus dans l'emploi du temps. Donc, parmi ces créneaux, certains étaient donc vraiment synchrone où j'expliquais un certain nombre de concepts et j'expliquais aussi le déroulé. Et il y avait d'autres créneaux qui étaient donc quelque part complètement, on va dire, fictifs, virtuels, entre guillemets, où donc ces créneaux étaient réservés pour l'apprentissage via le SPOC ou le MOOC, mais où l'étudiant pouvait quelque part le faire à d'autres horaires, à d'autres jours que l'horaire prévu. Donc ils avaient quelque part justement, et c'était fondamental, d'avoir des plages horaires programmées dans leur planning pour leur laisser du temps, mais ces plages horaires, quelque part, ils les utilisaient soit aux heures indiquées, soit à des horaires totalement... Et tu pouvais vérifier, du coup, tu as vérifié sur Coursera que les personnes achevaient bien le MOOC, ouais. Absolument. C'est-à-dire que parmi, donc là je parle de nos apprenants, et parmi le SPOC, là, et j'ai... contrairement au MOOC où sur Coursera, je n'ai pas la visibilité de l'identité des personnes qui se sont inscrits au MOOC, parce que c'est quelque chose de confidentiel. Par contre, là, sous le format privatif, j'ai accès à toute une série d'indicateurs qui me permettent de vérifier effectivement la durée d'accès de chaque étudiant, et les différents plages horaires, et je pouvais vérifier et observer, on va dire, l'implication des étudiants la non-implication de certains. Et ça, ils le savaient que tu pouvais vérifier. Tout à fait. Donc j'avais été transparent dès le départ en leur indiquant que sous le format SPOC privatif, la plateforme Coursera me permettait d'avoir toute une série d'indicateurs de performance de chaque apprenant. Tu vois, ça c'est super important ce que tu dis là, parce qu'en fait souvent, pas souvent, mais parfois c'est vrai qu'on peut penser que des dispositifs ne fonctionnent pas, donc on se dit c'est parce que c'est un SPOC, ils n'aiment pas ça, ou c'est parce que ceci, cela, ou même des cours classiques. En fait, là, ce que tu mets en avant, c'est la notion de contrat pédagogique, c'est-à-dire que tu as passé avec eux un contrat finalement, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre l'habitude de faire. Puisque si on veut des résultats, il faut que ce soit très clair, que les personnes savent exactement ce qu'elles ont à faire. Ça coule pas de source. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours auto-motivés, malheureusement. Hein. Et parfois, il faut aussi avoir ce type de contrat assez fort, cet engagement, entre guillemets. Et puis voilà, leur dire qu'il peut y avoir une carotte ou un bâton aussi, suivant aussi ce qu'ils vont pouvoir faire. Absolument, il y avait quand même donc, dans le format privatif, pour les étudiants de l'IMTBS, il y avait notamment 2 notes, 2 évaluations, un travail collectif, un travail individuel. Et ces 2 notes donnaient lieu donc à une présentation, là en mode synchrone. Donc, puisque, comme je le disais, il y avait certaines plages horaires qui étaient donc en synchrone avec les étudiants présents. Et donc, les étudiants jouaient totalement le jeu. Bien sûr, il y a toujours quelques exceptions, mais c'était de l'ordre vraiment de l'epsilon, contrairement à des formats plus traditionnels que je vis régulièrement, où les étudiants sont parfois, tout en étant présents dans la salle, absents du contenu, quoi. Donc si je résume un peu la bonne recette, entre guillemets, par rapport à... Alors c'est plus pour faire un SPOC qu'un MOOC, je dirais. Déjà, c'est de faire un contenu intéressant, interactif, avec, on l'a dit, des vidéos. Là, on a utilisé plutôt ce qu'on appelle du motion design, mais ça peut être des vidéos classiques aussi. Du contenu assez court, des vidéos assez courtes, 5-7 minutes. À côté de ça, des choses qui ancrent un peu dans le réel, comme on l'a dit, donc des témoignages. Là, on a choisi des témoignages, ça pourrait être autre chose, mais là, dans notre cas, ça se prêtait bien. Et des petites évaluations pour tester un peu les connaissances, pour que la personne puisse s'évaluer au fur et à mesure. Donc ça, c'est le format, on va dire, MOOC, pour, entre guillemets,
que la personne, que ce soit scénarisé bien sûr au cours des différentes semaines, qu'il n'y ait pas trop à faire non plus, que ce soit vraiment des petits modules d'apprentissage entre guillemets. Absolument. Ensuite, pour le côté Spock, ce qu'on a dit qu'il faut retenir, c'est faire avec eux ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage, même s'il est tacite, au moins que les choses soient claires, leur dire qu'il y a un suivi, qu'on peut contrôler, qu'on peut donner des points ou pas s'ils ne font pas le job. Et puis à côté de ça également, d'autres activités d'évaluation qui vont vraiment, cette fois-ci, valider plus des compétences pour le coup. On est vraiment dans la démarche APC, IMTBS, avec, comme tu le dis, des travaux de groupe, par exemple, ou des cas réels, des cas concrets, des travaux pratiques, si on veut. Et l'ensemble, finalement, si jamais on manage bien tout ça, on a vraiment l'intégralité de ce qui fait qu'un cours fonctionne, avec cette notion d'hybridation en plus qui est appréciée, avec cette liberté finalement qu'on n'a pas forcément dans tous les cours. Si j'ai bien résumé, n'hésite pas s'il y a quelque chose à rajouter. C'est parfait. Tu as synthétisé parfaitement le projet pédagogique en fait qui est sous-jacent à ce SPOC et ce MOOC. Super, écoute, merci en tout cas Daniel pour ce témoignage, pour les enseignants de l'IMTBS. N'hésitez pas si vous voulez monter ce type de dispositif, on est là pour ça. Et puis ça pourrait également inspirer d'autres enseignants de toutes les écoles, on va dire, qui pourront consulter ce contenu. Tout à fait, je tenais à remercier non seulement te remercier et toute ton équipe, mais également à certains enseignants qui ont participé à des vidéos témoignages de ce MOOC. Et notamment, bien sûr, à Ahmed Bougzala, qui était donc co-fondateur de ce MOOC avec moi, et qui a bien sûr participé entièrement à l'intégralité du développement de ce MOOC. Parfait, le message est passé. Excellente soirée à toi, Daniel. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Et bonne soirée à tous les auditeurs, bonne journée à tous les auditeurs. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.